لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Stéphane Frangier maintient sa candidature à la présidentielle et dit refuser, se retirer au profit de Michel Aoun. Le chef des Maradas s'exprimait ce mardi à l'issue de la réunion du dialogue national. Le président iranien Hassan Rouhani entame ce mercredi une visite de 2 jours à Paris, accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Des accords commerciaux devraient être signés. Christiane Taubira jette l'éponge. La ministre française de la Justice s'oppose au projet porté par le chef de l'État de déchéance de la nationalité des personnes condamnées pour terrorisme en France. La 14e séance du dialogue national, c'était ce midi à Ain Tiné, une réunion en l'absence du chef du bloc parlementaire du changement et de la réforme, Michel Aoun, et du leader du Parti socialiste, Walid Jumblat. Les participants se sont penchés sur les moyens de redynamiser l'action du gouvernement à la veille d'une séance du Conseil des ministres, mais aussi celle des institutions de l'État, toujours paralysées par les divisions politiques. Le dossier de la présidentielle et l'annonce du soutien des forces libanaises à la candidature de Michel Aoun à la magistrature suprême ont également été abordés. Et à l'issue de la réunion, vous le voyez, le chef des Maradas et candidat à la présidentielle, Stéphane Frangier, a réitéré sa détermination à maintenir sa candidature, refusant l'idée de se retirer au profit de Michel Aoun. Prochaine séance du dialogue national, eh bien c'est le 17 février. Ce tweet du chef du Parti socialiste dans lequel il a critiqué implicitement le Hezbollah et plus généralement l'Iran, peut-être qu'ils ne veulent ni d'Henri Elou, ni de Stéphane Frangier, ni de Michel Aoun, peut-être qu'ils ne veulent pas de président, un choix démocratique à la manière de la République islamique. Dixit Walid Jumblat. Au Grand Sérail, le Premier ministre Tamam Salam s'est entretenu avec le ministre du Tourisme Michel Faraon, une rencontre largement consacrée au dernier développement au Liban et dans la région et qui s'est achevée sans point de presse. Également au siège du gouvernement, l'ambassadeur d'Égypte Mohamed Badreddine Zayed qui a souligné l'engagement du Caire à consolider les relations bilatérales entre l'Égypte et le Liban à tous les niveaux. À peine 12 jours après la levée des sanctions internationales, le président iranien Hassan Rouhani entame ce mercredi une visite de 2 jours à Paris. Il est à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires, une centaine de patrons de tous les secteurs et des accords commerciaux devraient être signés à Paris. Ludovic de Foucault et Ashreen Verdian nous en disent plus. Les sanctions ont été levées, l'Iran est maintenant prêt à faire affaire, d'abord avec l'Italie et maintenant avec la France. C'est la première visite d'un président iranien sur le vieux continent depuis 1999 et Hassan Rouhani sait vanter les mérites de son pays. Investir en Iran, c'est intéressant sur le plan comptable, mais pas seulement. Nous sommes prêts à accueillir dans notre pays tous les investisseurs étrangers. Je voudrais souligner que si nous voulons combattre l'extrémisme et la violence dans le monde, si nous voulons combattre l'extrémisme et le terrorisme, une des voies pour le faire est de créer du développement et des emplois. Avant que les sanctions ne commencent à faire leur effet en Iran, la France était l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Depuis, les relations économiques ont chuté. De 4 milliards d'euros en 2004, les échanges commerciaux sont passés à 514 millions d'euros en 2014. Sur la même période, la part de marché française en Iran est passée de 7 à 1%. Les deux pays comptent maintenant inverser la tendance. Le président iranien va rencontrer de nombreux chefs d'entreprise français, parmi eux des représentants de Total et d'Airbus, et rencontre et commander 114 avions. L'industrie automobile française a elle aussi beaucoup à gagner de cette nouvelle situation, mais il en faudra plus pour vraiment réchauffer les relations franco-iraniennes. Car la crise syrienne empoisonne les relations diplomatiques entre Paris et Téhéran. L'Iran est le plus grand allié de Bachar al-Assad et Hassan Rouhani n'a aucune intention de le voir quitter le pouvoir. Et pour ce qui concerne la France, il est clair que Bachar n'a pas sa place dans l'avenir de la Syrie. Autre pomme de discorde, la situation des droits de l'homme dans la République islamique. Autant de désaccords qui n'empêcheront pas la France, d'après les prévisions, d'exporter l'équivalent d'1,3 milliard d'euros vers l'Iran ces 2 prochaines années.
Les invitations pour les pourparlers de paix sur la Syrie prévues vendredi à Genève ont été envoyées. L'opposition syrienne demande quelques éclaircissements alors qu'Ankara menace de boycotter les discussions si les Kurdes syriens y participent. Les explications d'Axel Simon. Les invitations ont été envoyées, mais leurs destinataires n'y ont pas encore tous répondu. Les pourparlers de paix doivent s'ouvrir vendredi à Genève, mais les différentes parties appelées à la table des négociations se déchirent sur la question de leur participation. Le Haut Comité des négociations, mis en place à Riyad en décembre, veut être la seule délégation représentant l'opposition. L'équipe de négociation est seulement celle nommée par le Haut Comité des négociations. Elle rencontrera les représentants du régime. Pour nous, c'est important que la seule délégation de l'opposition qui va à Genève pour négocier soit celle qui a été nommée par le Haut Comité des négociations. Autre point de discorde, la question de la participation aux négociations du principal parti kurde de Syrie, le parti de l'Union démocratique, le PYD. Pour Moscou, les pourparlers ne peuvent être engagés sans lui. Mais la Turquie y est fermement opposée. Pour Ankara, le PYD et sa branche armée, les YPG, font partie du Parti des travailleurs kurdes, le PKK, que l'État turc combat depuis des années et considère comme un groupe terroriste. Ils peuvent aller discuter ailleurs ou tenir des discussions ailleurs, c'est comme ils veulent. Mais il ne peut y avoir d'éléments du parti de l'Union démocratique dans la délégation qui va négocier. Il ne peut y avoir d'organisation terroriste. La position de la Turquie est claire. Laurent Fabius, de son côté, a pu parler avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Il affirme que les Kurdes du PYD ne seront pas invités aux discussions de Genève. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, c'était un débat comme il y en a chaque mois à l'ONU sur la question israélo-palestinienne, sauf que cette fois-ci, Ban Ki-moon avait décidé de hausser le ton. Le secrétaire général des Nations Unies a provoqué la colère du Premier ministre israélien en parlant de la frustration des Palestiniens qui vivent depuis un demi-siècle sous occupation. Le point avec Cédric Ferreira. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni pour un débat sur le Proche-Orient. Lorsque le secrétaire général prend la parole, il critique sévèrement la politique israélienne. Pour faire des progrès vers la paix, il faut un gel de la colonisation. La poursuite de la colonisation est un affront fait à la population palestinienne et à la communauté internationale. Elle soulève des questions fondamentales sur l'engagement d'Israël envers une solution à deux États. Selon La Paix Maintenant, une organisation israélienne opposée à la colonisation, des plans pour la construction de 153 nouveaux logements viennent d'être approuvés dans des colonies de Cisjordanie. Israël serait aussi en passe d'annexer 150 hectares de terres agricoles dans la vallée du Jourdain. Avec ces critiques, Ban Ki-moon s'est attiré les foudres de Benjamin Netanyahou. Les commentaires du secrétaire général des Nations Unies encouragent le terrorisme. Il n'y a aucune justification au terrorisme. Les assassins palestiniens ne veulent pas bâtir un État, ils veulent détruire un État. La colonisation de la Cisjordanie depuis 49 ans est dénoncée par les Palestiniens et la communauté internationale, qui y voient un obstacle à la paix et à la création d'un futur État palestinien. Dans le reste de l'actualité, le Zika, responsable de l'explosion de cas de bébés microcéphales, c'est ce que craint le ministère de la Santé brésilien. En 2014, 147 cas étaient recensés dans le pays, contre près de 3900 fin 2015. À l'approche du carnaval de Rio dans 10 jours et des Jeux Olympiques au mois d'août, le risque pour les femmes enceintes pourrait dissuader les touristes. Les pulvérisations d'insecticides dans les lieux les plus fréquentés ne suffiront sans doute pas à calmer la psychose. Cédric Ferreira. Le Sambodrome de Rio, aspergé d'insecticides. Les autorités brésiliennes emploient tous les moyens pour contrôler l'épidémie du virus Zika. C'est ici que doit se dérouler dans un peu plus d'une semaine le célèbre carnaval devant 90 000 personnes. Mais les responsables de la santé à Rio se veulent rassurants. Je vous garantis que le risque actuel n'est pas supérieur à ce qu'il était dans le passé. En fait, les chiffres sont même un peu plus bas. Il y a 4 ans, les niveaux d'infection étaient enregistrés à 2,9%. Aujourd'hui, il est de 1%.
Lundi, le ministre de la Santé a annoncé le déploiement de 200 000 militaires pour lutter contre les moustiques porteurs de Zika. Dans l'état du Pernambuco, au nord-est du pays, l'un des plus touchés, les opérations ont déjà commencé. À Recife, l'armée va de maison en maison. Cette jeune maman est inquiète. Le virus peut être transmis au fœtus et entraîner des malformations congénitales comme la microcéphalie. Il y a beaucoup de différences avec mon premier enfant. Au bout de 2 mois, il me répondait, il me souriait, mais pas lui. L'an dernier, près de 4000 cas de microcéphalie ont été recensés au Brésil chez des nourrissons, selon le ministère de la Santé. Alors qu'en 2014, il n'y avait que 147 cas déclarés. En France, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a remis sa démission à François Hollande ce mercredi. La garde des Sceaux a répété récemment son opposition au projet porté par le chef de l'État de déchéance de la nationalité des personnes condamnées pour des actes terroristes. C'est le député du Finistère, Jean-Jacques Urvoas, qui la remplace. Manuel Valls a salué l'action de Taubira au ministère de la Justice, sans développer davantage. Le récit de Juliette Lacharnay. Le projet de réforme sur la déchéance de nationalité aura finalement eu raison d'elle. Le texte présenté fin décembre prévoyait notamment la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français condamnés pour crimes terroristes. L'ex-ministre de la Justice y était fermement opposée. Sur la toile, elle revient sur les raisons de son départ. Parfois résister, c'est rester, parfois résister, c'est partir. Par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot à l'éthique et au droit. Pour l'ex-garde des Sceaux, la situation était devenue intenable. Sa décision est finalement tombée quelques heures avant l'ouverture du débat sur la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Manuel Valls, le Premier ministre, a pourtant affirmé qu'aucune référence à la binationalité ne serait finalement établie. Mais pour François Hollande, son départ était devenu une nécessité. Président de la République, il a rappelé aussi au Conseil des ministres que chacun individuellement a une responsabilité, une éthique, mais qu'il doit y avoir aussi, quand on participe au gouvernement de la France, une éthique collective. Régulièrement la cible d'attaque de la part de la droite et de l'extrême droite, son travail avait été salué par la gauche, notamment depuis la réforme de la justice et l'adoption du mariage pour tous. Pour la remplacer, Jean-Jacques Urvoas, juriste et actuel président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est ce proche de Manuel Valls qui sera désormais chargé de faire adopter ce projet de réforme. D'étouffer le processus de révision de la Constitution. Toujours en France, les nominations des Césars 2016 ont été dévoilées ce mercredi. 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin et Marguerite de Xavier Giannoli virent donc en tête avec 11 citations. La cérémonie se déroulera le 27 février prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Retour sur les nominations avec Valériane Gauthier. L'histoire d'une bourgeoise qui chante faux, entretenue dans ses illusions par son cercle proche. Qui es-tu ? Et celle d'un homme qui se souvient de son adolescence mouvementée, Marguerite de Xavier Giannoli, et 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin arrivent en tête avec 11 nominations chacun pour le César du meilleur film. Je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. Vous pensez qu'elle sait pas qu'elle chante complètement faux ? Faux, mais sublimement faux. Divinement faux. Ils sont suivis par Dipan, déjà récompensé par la Palme d'Or à Cannes. La caméra de Jacques Audiard suit le parcours de réfugiés sri-lankais. Et Mustang de Denis Gamze-Erguven qui met en scène 5 sœurs animées par un même désir de liberté dans un village reculé de Turquie. Dans la catégorie meilleur acteur, l'Académie des Arts et Techniques a notamment retenu un colosse du 7e art, Gérard Depardieu pour Valley of Love, parcours initiatique d'un couple après le suicide de leur fils. Tu te souviens quand on s'est rencontrés ? Vincent Lindon, quinquagénaire au chômage désabusé dans la loi du marché, ou encore Vincent Cassel, pervers narcissique dans Mon Roi.
Des nominées de taille également dans la catégorie meilleure actrice. Catherine Deneuve, juge pour enfants dans La Tête haute. Catherine Fro, la Castafiore de Marguerite. Mais aussi deux révélations, Loubna Abidar, prostituée à Marrakech dans Match Loved. Et Soria Zeroual, mère célibataire de deux jeunes adolescentes révoltées dans Fatima. Les noms des lauréats et lauréates seront connus le 26 février prochain. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Le rappel des titres. Stéphane Frangier maintient sa candidature à la présidentielle et dit refuser de se retirer au profit de Michel Aoun. Le chef des Maradas s'est exprimé ce midi à l'issue de la réunion du dialogue national. Le président iranien Hassan Rouhani entame ce mercredi une visite de 2 jours à Paris, accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Des accords commerciaux devraient être signés. Et Christiane Taubira jette l'éponge. La ministre française de la Justice s'oppose au projet porté par le chef de l'État de déchéance de la nationalité des personnes condamnées pour terrorisme. Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. À demain. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.